Versailles l'immortel, premier épisode, 1623-1721. C'est beau, n'est-ce pas? Ces portraits de rois, ces objets finement ouvragés. 11 salles pour raconter une histoire. Il n'en fallait pas moins. Vous savez, je vous envie un peu. Vous qui découvrez cette nouvelle galerie de l'histoire du château et qui vous tenez sur le seuil d'une extraordinaire aventure. Une aventure qui dure depuis 400 ans. Moi, qui l'ai vécue sans en perdre une miette, je ne m'en lasse jamais. Versailles, ma maison. Mais je manque à tous mes devoirs. Je me suis invité dans vos nobles oreilles sans même m'être présenté. Ah non, je ne suis pas Louis XIV, ni même le veau, le nôtre ou Bontemps. Je m'appelle Pierre Duchamp et je suis garde-chasse. C'est moins chic, oui, je le concède. Mais attendez la suite et vous verrez que je ne suis pas n'importe qui. D'abord, je suis mort. Ce qui est somme toute assez banal, mais ce qui l'est moins, c'est que depuis ce jour, je n'ai jamais quitté Versailles, ni cessé d'en traverser les murs et les planchers, d'en hanter les allées et les bosquets. D'aucuns me qualifieraient de fantôme, d'autres d'esprit, de spectre ou de revenant. Mais qu'importe les titres, l'essentiel est que je suis bien réel. La preuve, je vous parle et vous m'écoutez. En 400 ans, j'ai tout vu et tout entendu. Voulez-vous partager mes souvenirs? Enfin, quelques moments choisis, car contrairement à moi, vous n'avez pas l'éternité devant vous. Alors fermez les yeux, vous verrez mieux. C'est ici que tout a commencé, il y a exactement 4 siècles, à l'endroit même où nous nous tenons, vous sur vos jambes et moi dans vos oreilles. Imaginez-vous une petite colline, avec un moulin à vent d'un côté et une ferme de l'autre. Dans la vallée en contrebas, des marais et des bois. Drôle d'endroit pour construire un château royal, me direz-vous. Certes, mais vrai paradis pour la chasse. Moi, ces marais, je les connaissais comme ma besace. Alors imaginez ma joie quand j'ai appris que notre souverain Louis XIII avait choisi la butte du moulin à vent Roche-Versailles pour y faire construire un relais. C'était malin comme emplacement, avec les forêts de Marly et de Noisy pas loin, et sa résidence de Saint-Germain-en-Laye de l'autre côté. Mon père m'avait raconté les chasses du roi Henri sur le domaine. Il paraît qu'il y avait emmené son fils dès l'âge de 6 ans. Et les souvenirs de gamin, on ne les oublie jamais, qu'on soit roi ou paysan. Bref, au printemps 1624, un joli monde s'activait sur la colline. La construction du château allait bon train et la préparation des chasses aussi, car le roi avait bien l'intention de venir avant l'été. Un matin, j'ai eu envie de fureter sur le chantier. Mais ce n'était peut-être pas une très bonne idée. Eh bien, Duchamp, vous avez quitté vos chiens et vos arbres? Pas pour longtemps, petit Jean. Je voulais savoir où vous en étiez. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir pousser un château. C'est une sacrée affaire. Ça, il ne suffit pas de l'arroser. C'est beau, ces briques rouges. C'est simple, mais ça fait de l'effet. Il dormira où, le roi? À l'étage, d'ici à là. C'est petit pour un roi. Ce serait trop grand pour moi. Et les chevaux, ils dormiront où? Je te retrouve bien là. Suis-moi, mais prends garde, la charpente n'est pas terminée. Ça donne quoi les sangliers cette année? Ouais, j'en saurai plus dans quelques semaines. Pour l'heure, on dégage les allées et les chevaux... La police! Face à une faîtière de 12 mètres de long, je n'ai pas fait le poids. Mais par le plus grand prodige, je me suis redressé presque indemne, avec juste l'usage de mon corps en moins. Ce qui a des avantages, comme celui de traverser les murs, mais aussi de traverser le temps. Bien sûr, j'aurais aimé être là en chair et en os, pour assister le roi et ses compagnons dans l'une de leurs premières chasses au renard, le 28 juin 1624. Pour me consoler, je me suis glissé entre 2 pierres et je l'ai observé dormir pour la première fois dans son nouveau château. De 10 et 3/4 jusqu'à 5 après minuit, dans le lit qu'il venait de faire apporter de Paris. Soyez bon, je vous prie.
N'accordez pas trop d'importance aux dires des médisants sur le petit château de cartes, à peine bon pour un gentilhomme de second rang. Non, il avait de l'allure, ce premier logis. Un petit rectangle avec 2 ailes fermées par un mur et des fossés autour pour se protéger du danger. Un peu trop de vent, peut-être. Sans vouloir fanfaronner, j'ai compris dès le début qu'il se passait quelque chose de spécial entre le roi et Versailles, et que ce relais de chasse si modeste allait devenir grand. On croit toujours que nous faisons les lieux où nous vivons. Moi, je pense que ce sont les lieux qui nous font. Regardez Louis XIII. C'est ici qu'il s'est affirmé et a trouvé face à sa mère un courage qu'il n'avait pas à Paris. C'était un dimanche d'automne, le 11 novembre 1630. Je regardais tomber les feuilles lorsque le carrosse du roi est entré dans la cour. Ce n'était pas prévu qu'il vienne à Versailles. Et j'avais entendu dire que le matin même, Marie de Médicis l'avait convaincu d'écarter le cardinal de Richelieu du pouvoir. Ah, les mères, quand elles veulent quelque chose. Peu de temps après, c'est le cardinal qui est arrivé. Bien sûr, je me suis glissé sous une porte pour suivre son entretien avec le roi. Après un temps qui m'a paru fort long, le roi a déclaré « Je suis plus attaché à mon état qu'à ma mère » et a embrassé son ministre. C'est la première fois que j'étais témoin d'un événement politique. Oh, j'en aurais frissonné si j'avais encore eu de la peau. Que se serait-il passé si Louis XIII ne s'était pas retiré ici, après avoir un temps cédé à la reine? S'il était resté dans Paris avec ses rues étroites, ses couloirs dérobés et ses oreilles qui espionnent? On ne le saura jamais, mais ce que je sais, c'est qu'à partir de ce jour, les visites du roi et de ses compagnons se sont faites plus régulières. Et qu'il a commandé à le roi, Philibert le roi, l'architecte, pas le roi, enfin vous m'avez compris. Il a donc commandé à le roi les premiers embellissements du château. Qui n'ont pas été les derniers, vous pouvez me croire. Vous entendez ces voix? C'est la nouvelle musique de Versailles, celle du jeune Louis XIV et des nombreuses femmes qui l'entourent. Quand Louis XIII est mort, en 1643, j'ai eu peur de m'ennuyer. Mais le domaine n'est pas resté endormi longtemps. Alors qu'il n'avait que 13 ans, le jeune roi est revenu ici. Pour chasser, comme son père, et passer des heures à chevaucher dans les bois, mais pas seulement. Au Louvre, il préférait Saint-Germain. Et à Saint-Germain, qu'allait-il préférer? Si vous voulez mon avis, le sortilège de Versailles avait vite opéré. Le relais de chasse est devenu une résidence de campagne. Et les femmes ont fait leur entrée au château. La reine, la régente, madame, mademoiselle, la Vallière et les autres favorites de Louis, ça changeait des compagnons de chasse de son père. Certaines mauvaises langues disaient que cette influence féminine se retrouvait jusque dans la décoration. Moi, je n'ai jamais rien eu contre les filigranes en or et les cristaux. Bah alors, mon Pierre, à qui c'est que tu parles comme ça dans le vent? À des amis lointains. Tu ne peux pas comprendre, Madeleine. Tu me penses donc trop sotte? Non pas, chère Madeleine. Mais je leur conte une histoire qui s'est passée avant ton arrivée au château. Fais pas ton fier, le Pierrot. Avec le temps, j'en ai vu des choses, moi aussi. Et je peux t'en dire des racontards. Excusez-moi pour cette interruption. Madeleine était nourrice. Elle a servi la reine Marie-Thérèse et Louise de la Vallière. Dis donc, Madeleine, te souviens-tu de ta première nuit ici? Fort bien. C'était en 1665. Le roi était encore jeunot. Mais c'était déjà bien reproduit. On manquait pas de petits princes et de petites princesses à nourrir. Mais on manquait de chambres. La famille royale venait de plus en plus souvent, mais il n'y avait pas tant de place que ça. Non, c'est vrai. Le château ressemblait encore peu ou prou au relais de Louis XIII. Louis XIV avait bien des plans d'agrandissement, mais il n'arrivait jamais à se décider. Et puis, il avait commencé par les jardins. Oh, les jardins! Venez, suivez-moi dans cette salle de la galerie consacrée au jardin. Vous voyez ce drôle de dauphin en plomb? Il appartenait au bosquet du labyrinthe, l'une des merveilles des jardins de l'époque.
Comme il ne pouvait pas loger tout son monde à l'intérieur, le roi Louis XIV a commencé par les régaler en promenade, en jeux et en divertissement. En plein air, évidemment. Là où il n'y avait que des marais quelques décennies plus tôt et un parc dédié à la chasse dans les années suivantes, le nôtre a fait des miracles. Le roi commençait à attirer la cour dans ses filets. Et ces filets étaient faits d'ifs savamment taillés, de labyrinthes de cyprès et de fontaines en forme de dieux grecs. Hors de ces murs, il y avait des guerres, des jacqueries et des famines. Mais à Versailles, l'humeur était à la fête, car la fête, pendant ces années-là, était la raison d'être de Versailles. Quelle foule! Surtout, ne vous éloignez pas trop, vous pourriez vous perdre. Suivons le flot des invités de ce grand divertissement du 18 juillet 1668 dans une déambulation pleine de surprises à travers les jardins. Des mois de préparation, des fontaines et des pavillons construits pour l'occasion, des cuisiniers à pied d'œuvre. Rien n'est trop beau pour fêter la victoire du roi contre les Espagnols. Il y a même un théâtre tapissé de bleu et éclairé par 32 lustres en cristal pour la troupe de Monsieur de Molière. Et maintenant, place aux festivités. Comment faites-vous pour avoir autant de fougue après une représentation? La jeunesse n'est pas qu'affaire d'âge, chère Armande. Nous en reparlerons quand vous jouerez un grand rôle, chère Catherine. Si cela arrive un jour. Le festin nous attend, mesdames, et il ne nous attendra pas longtemps. Nous avons déjà loupé quelque chose avec la collation donnée au bosquet de l'Étoile. Mademoiselle de Brie ne pense qu'à danser, Monsieur Lagrange ne songe qu'à manger. Elle est belle, la troupe du roi au Palais Royal. Nous avons accompli notre tâche. Georges Dandin a plu, même à monsieur. Alors, profitons du reste de la nuit. Ce grand divertissement est encore plus féerique que les fêtes des plaisirs de l'île enchantée d'il y a 4 ans. Vous avez raison. Je trouve seulement dommage que Monsieur Vigarani ait construit un si beau théâtre pour qu'il ne serve qu'une seule fois. C'est magnifique, au contraire. Un hommage à la légèreté éphémère de l'été, de notre art et de la vie. Molière va encore passer la soirée à travailler avec Monsieur de Lully. Venez avec nous. Après le bal, il y aura un feu d'artifice. S'il y a un feu d'artifice alors. C'est bien de ne plus avoir besoin de dormir. On peut profiter du silence de la nuit. Et le silence ici, à l'époque de Louis XIV, était aussi rare que précieux. Retournons, si vous le voulez bien, dans la galerie de l'histoire. Elle est superbe, cette première salle, n'est-ce pas? En un clin d'œil, on comprend bien des choses. Tenez, tenez. Jetez un œil à la maquette du château en 1668 et aux reconstitutions des travaux sur l'écran qui lui font face. C'est incroyable, n'est-ce pas? Pierre! Pierre! Quoi? Qu'est-ce? Leur as-tu causé de nous autres, les ouvriers du chantier? Mais n'aurais-je donc jamais la paix dans ma propre histoire? Si tous les fantômes de Versailles s'en mêlent, on n'arrivera jamais en 2023. C'est bien nous qui l'ont construit, le château du Roi Soleil, et même qu'on y a laissé notre fille. Bien, mais plus d'interruptions. J'allais justement parler des travaux. Chut. Comment vous donner une idée juste de la frénésie qui s'empara de Versailles entre 1660 et 1689 environ? Imaginez simplement un chantier permanent. Quand je ramène à ma mémoire cette métamorphose, je me souviens de l'émotion que j'ai ressentie devant tant de symétrie et de beauté. Le petit château de Louis XIII, toujours au centre, semblait déployer ses ailes à mesure que le besoin d'espace et de grandeur du roi augmentait. Le Vau, puis Ardois-Mansart, ont certes été des architectes, mais le grand Louis décidait de tout. Le château neuf enveloppa le château vieux. Nouveaux pavillons et nouvelles ailes s'ajoutèrent au fil des années, ainsi qu'une grande et une petite écurie. À l'intérieur, les artistes inscrivaient sur chaque mur, chaque plafond, le visage, symbolique ou réel, de notre roi. Et pendant ce temps, la vie continuait. Le roi, sa famille qui prospérait comme il convient, le cercle de courtisans
toujours plus nombreux à se voir offrir le logis. Il fallait accueillir tout ce monde en plein travaux. Et nous, tu avais promis. Oui-da, Germain. On dit qu'en 1685, vous étiez 36 000 ouvriers à travailler aux constructions de Versailles, pour le château ou les nombreuses maisons en ville qui devaient accueillir l'entourage des courtisans. On dit aussi que vous étiez des dizaines à mourir chaque nuit, de maladie ou d'épuisement, après avoir trimé 12 ou 14 heures le jour et 6 jours la semaine. Mais qui pense à nous en admirant la galerie des glaces, hein? Celles et ceux qui nous écoutent le feront peut-être maintenant. Mes amis. Eh oui. Désormais, je vous considère comme des amis. J'aurais encore tant de choses à vous dire sur ces années où Versailles resplendissait de 1000 feux. J'aurais aimé vous parler des incroyables bateaux qui flottaient sur le Grand Canal, de la musique qui accompagnait tous les moments de la vie, dans les chambres, les couloirs et les jardins, des complots ourdis pour être logés au château et obtenir des appartements toujours plus beaux. Nous aurions bien ri en suivant le parcours d'un plat en sauce, passant de desserte en desserte, de la table du roi à un réchauffoir de second rang. J'aurais aimé vous initier au raffinement de l'étiquette. Mais le temps nous est compté. Allez, encore une histoire, brève et étonnante. Nous étions en 1686. Versailles et son roi étaient au sommet de leur gloire et le château servait des ambitions diplomatiques de la France. Nous reçûmes alors la plus lointaine délégation que l'on puisse imaginer, en la personne d'émissaires du royaume de Siam. Ne vous sentez pas honteux. Moi non plus, je ne savais pas alors où le Siam se trouvait. À l'époque, sa capitale s'appelait Ayutthaya. Aujourd'hui, c'est Bangkok. Voilà, vous voyez que vous connaissez. Après être parvenu en bateau jusqu'à Brest et avoir rejoint Versailles de Paris en carrosse escorté par la garde royale, les 3 ambassadeurs et leurs nombreux serviteurs avaient fait sensation dans la cour du château. Le roi les attendait tout au bout de la galerie des glaces, sur son estrade. 1500 personnes retenaient leur souffle. Ils arrivent. Baissez le regard, Apolline, on ne sait jamais. Ils sont montés par l'escalier des ambassadeurs? Par où donc voulez-vous qu'ils soient montés? Mais pourquoi ce drôle de baldaquin et ces parasols? Il y a une lettre de leur roi au nôtre à l'intérieur du baldaquin. Fra Naraï aimerait obtenir le soutien de notre pays face aux Néerlandais. Et cela arrangerait bien nos affaires. J'ignorais que vous étiez experte. Si vous saviez tout ce que vous ignorez. Vous voyez comment ils se prosternent? À plat ventre sur le parquet. J'espère que cela ne va pas donner des idées au roi. J'en connais qui se mettraient à plat dos pourvu qu'ils aient un appartement au château. J'adore leur chapeau. On pourrait en faire une mode. Grand Dieu! Ils ont regardé le roi. Ils ne semblent pas en prendre ombrage. Il leur a donné le droit. La prochaine fois, je me ferai passer pour une princesse siamoise. Et je dirais que je suis votre sœur. Des sœurs siamoises. Mes souvenirs les plus vifs, ces choses étonnantes, datent tous de l'époque où Versailles n'était encore qu'un projet, un rêve en chantier, où la perfection, partout en bourgeon, restait encore partout à atteindre. Lorsque Versailles devint la résidence principale du roi, en 1682, que le monde s'y donna rendez-vous pour admirer la grandeur de Louis, sublimée dans le moindre détail, l'élan s'arrêta lentement. Et une sorte d'ennui figea l'air. Et les perruques. Certes, on jouait au billard et on dansait dans le grand appartement, mais la vraie joie se fit rare. Tout était en ordre. Et je crois, quant à moi, qu'à l'ordre, la vie préfère le mouvement. Je ne voudrais pas terminer ce premier épisode sur une triste note, mais ce n'est pas moi qui décide. Je ne suis que garde-chasse, ne l'oubliez pas. À la mort du grand roi, en 1715, le roi est mort. Notre château s'est vidé comme un bassin qu'on débouche. Et le flot des habitants, du palais comme de la ville, est retourné à Paris. Rien pour nourrir mes yeux et mes oreilles. Après tant de merveilleux secrets à espionner. À part la visite rapide du tsar Pierre le Grand, qui, à mon avis, a trouvé ici bien des choses à imiter. Et les grandes eaux, qui jouaient un dimanche sur 2.
Mais quel chemin en un siècle! D'un moulin à vent à la splendeur que vous pouvez encore observer, presque telle qu'elle. 100 ans après la première pierre du relais de Louis XIII et ma propre mort. Versailles allait-il enfin se réveiller et accueillir un nouveau roi? À suivre. Versailles l'immortel. Une fiction proposée par le Château de Versailles. Écrite par Emmanuel Suarez et produite par Moustique Studio. Grâce au conseil scientifique de Mathieu Davina, directeur scientifique du Centre de recherche du Château de Versailles. Avec les voix de Pauline Ziadé, Samuel Charles, Valérie Vogt, Olivier Clavry, Laetitia Hipp, Mathieu Rinvoltz et Emmanuel Suarez dans le rôle de Pierre Duchamp. Retrouvez 400 ans d'histoire au Château de Versailles, dans la Galerie de l'Histoire, réaménagée en 2023 grâce au soutien de la région Île-de-France pour la médiation numérique. Les podcasts du Château de Versailles sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, dans l'application mobile du château et sur châteauversailles.fr.